passer à des choses un petit peu. Alors Jeff, je sais que c'était un Ouais, top 3, je sais que c'est très difficile de se c'est décider, dur. mais il va falloir que tu choisisses parce que pour vous signaler quand même, la dernière phrase finit par V pour Vendetta. Et un petit tiret, et c'est Constantine, Gardien de la Galaxie, Joker, Logan, série Punisher, je ne sais pas. Donc du coup, on a une égalité totale entre plusieurs films, dont une série. Donc malheureusement, il faut que tu fasses un choix parmi ces films. Je te laisse 5 secondes pour choisir Bon. un autre top. Ah, ouais, je dirais les Gardiens de la Galaxie quand même. Allez, comme ça on met un Pour Marvel et c'est très bien. juste pour Bravo. un Marvel. Parce que ça reste quand même je trouve moi, un des MCU qui m'a le plus beauté, où vraiment à la fin j'étais content d'être allé le voir, que ce soit enfin, au cinéma, c'est un film que j'étais content de revoir aussi plus tard après, que je pense que c'est un film que je pourrais encore revoir aujourd'hui sans problème. Et parce que je trouve qu'il y avait vraiment un parti pris et un risque dedans. Alors ça reste du Marvel, ça reste du Disney, c'était aseptisé, mais il y avait quand même, je trouve, beaucoup de choses assez drôles. Chris Pratt, je trouve il s'est épanoui à fond dans ce rôle. C'était aussi annonciateur de tous les Avengers et tout avec l'apparition de Thanos. Donc ça a été le début quand même de quelque chose qui a quand même marqué le cinéma hollywoodien, on va dire. Et alors souvent, je pense que le film a été associé à sa BO et je trouve que oui c'est ça, à sa BO. Et c'est vrai que la BO a fait beaucoup de choses quand même, cette espèce de, de retour aux années 70-80 du meilleur de la chanson qu'on pouvait trouver à l'époque. Et j'ai l'impression que ça a lancé une espèce de mode dans les films suivants, où par exemple je pense à tout ce passage de Suicide Squad où ils sont en train de se changer ou je sais pas quoi sur du Queen. C'est un truc, je pense, avant les Gardiens de la Galaxie, ça aurait jamais été tenté. Euh, bon, ça n'a pas marché dans Suicide Squad, je trouve, mais on le retrouve dans beaucoup d'autres films de super-héros ou d'autres films d'action, cette espèce de montage avec une musique un peu, on va dire, culte. Et oui, attends, on me dit à l'oreille. Oui, c'est un peu ressorti aussi après dans d'autres séries aussi qu'on trouve sur Netflix, Mm. comme The End of the Fucking World, ce genre de Ah ouais, choses. ok. Euh, et du coup, oui, enfin l'autre, j'ai plus le nom en tête, c'est I'm Not Okay With This, je crois. Ah oui. Et voilà, je trouvais que pour une fois, c'était aussi un film qui s'attardait pas sur un seul personnage de super-héros. On en voyait une multitude qui sont tous très très différents, Mm, qui sont tous qui apportent tous leur histoire, en fait, tous leur pierre à l'édifice. Finalement, Chris Pratt, c'est peut-être celui qu'on reconnaît le moins, je pense. Bizarrement, celui qui a le meilleur rôle, c'est Groot, alors qu'il a aucune ligne de dialogue. Euh, mais voilà, je pense que c'était un bon film pour toute la famille, qui était quand même bien mieux que le 2, que j'ai trouvé finalement très creux. Il se passe pas grand chose, je crois, au final. Euh, donc ouais, c'était vraiment pour choisir, c'était un peu difficile, mais un bon film quand même, je trouve. mm. Ouais, moi j'ai passé un excellent moment. Je l'ai vu plusieurs fois. Bah, à l'époque, je travaillais encore dans le ciné, donc c'est vrai que j'avais eu l'occasion de rentrer plusieurs fois dans la salle. Et comme tu dis, à l'époque, bah, c'est marrant parce qu'en fait, on nous avait annoncé bon, bah voilà, le prochain Marvel, en fait, ça va se passer dans l'espace avec un raton laveur, un arbre et un humain qui a été capturé par des contrebandiers quand il était gamin. Et là, on se dit, ok, qu'est-ce que ça va nous faire? Enfin, apparemment, les fans de Marvel étaient au courant, ils savaient que ça allait être bien, etc. Parce qu'ils connaissaient un petit peu déjà les personnages, mais les gens qui ne connaissaient que le MCU se retrouvaient un peu bloqués en mode qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire quoi? Est-ce que ça va pas rater? En plus, les effets spéciaux à l'époque étaient bien, mais on savait pas trop ce que ça pouvait donner au niveau de la CGI sur un film entier. Et en fait, le pari a été gagnant sur tous les points. Je veux dire, les effets spéciaux sont bons, le côté SF est là, le délire aussi. Ils ont réussi à ramener des gens sur un type de film qu'ils n'auraient pas été regardés de base s'ils n'avaient pas connu le MCU. Donc ça a été le pari complètement gagnant pour Disney. Mais je pense Mais que il me semble qu'il est sorti avant que Disney rachète Marvel, parce que il me semble je qu'après le réalisateur, justement, il s'est fait éjecter des Gardiens de la Galaxie 3 ou je sais plus quoi, parce que Hmm, justement, il correspond plus trop à l'esprit Marvel, à c'est l'esprit Disney, Ah, quoi. bah alors écoute je crois que c'était déjà Disney, ouais, il me c'était semble déjà aussi hein. Disney à Ouais, l'époque. il me semble aussi Mais ouais. ce qui a fait surtout polémique pour James Gunn et l'écarter du 3, c'est le fait quand il y a des vieux tweets, je crois, qui ont C'est été ça. exhumés, voilà, dans lesquels il y avait des propos vraiment très limites. C'est ça, je pense, qui a été plus la cause plutôt Ah que oui, c'est ça. l'esprit en lui-même. Mais il fait partie, je crois, du début de l'ère Disney.
quand même, les Gardiens de la Normalement, Galaxie. Disney a racheté Marvel juste après Iron Man 3. Pendant la C'est vrai, post-prod d'Iron Man ouais. 3. Donc Iron Man 3 était Iron déjà Man 3, prévu. c'est avril 2013 et les Gardiens de la Galaxie, c'est été 2014 chez C'est nous. ça. Et d'ailleurs, Donc, ouais, c'était déjà. Ouais. ça avait poussé la gueulante directement, je me souviens, parce qu'une scène spéciale avait été tournée pour le territoire chinois par Disney, pour le territoire chinois, du coup, justement pour s'introduire sur le marché chinois au cinéma. Et ça avait poussé la gueulante un peu en disant, bon, bah ok, c'est déjà des vendus, on va avoir un MCU tout pourri, etc., etc. Donc, ouais, je me souviens que ça avait été. Ça avait déjà fait des émules à l'époque, donc voilà. Mais effectivement, s'il fallait en choisir un, en tout cas qui sort un peu du lot, ça pourrait être les Gardiens de la Galaxie, complètement. Ouais, j'ai trouvé qu'il qu'il a apporté une dose de fraîcheur un peu dans l'univers MCU, parce que finalement tous les super-héros, Thor, Iron Man et tout, bon, c'est pas des mauvais films en soi, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais bon, tu passes souvent un bon moment devant. Alors que là, j'étais vraiment enthousiaste en fait à l'idée d'être dans cette salle de cinéma et de voir un peu ce qui se passait à l'écran. Et je trouvais qu'il était plutôt bien, comment dire, rythmé. Ouais, complètement. Il n'y a pas de moment où tu t'ennuies et comme ça peut être le cas dans, je sais pas, Thor 2, je crois, c'est très très long, il se passe Ouais. pas grand chose. Ouais, c'est clair. Et là, j'ai trouvé que celui-là, il dure quand même presque 2h40 de tête, 2h30, 2h40. Et je trouvais que ça passait quand même plutôt bien. Complètement. On va passer à toi comme exciteur, comme ça on va finir sur... Alors, tu vas nous parler en 2 mots de Dark Knight Rises, parce que j'avais oublié qu'il était également dans ton top. Je vais te laisser nous en Oui, parler en je 2 mots. je vais pas répéter ce qui a été dit, hein, puisque on était déjà deux à l'avoir mis dans notre top. Mm. Euh, Comme vous, plein de raisons qui sont les mêmes, et moi surtout, euh, Pardon. tout comme peut le faire Snyder, je trouve que Nolan a réussi à iconiser le personnage de Batman, et qu'on aime ou pas Nolan, qu'on aime ou pas plutôt Snyder, c'est quelque chose que je trouve qui sont rares, les réalisateurs qui arrivent à iconiser les personnages de comics qui sont des icônes, hein. Surtout Batman, Superman, les personnages d'ici, davantage que Marvel pour moi, sont des véritables icônes, des divinités vivantes. Ouais, c'est ça. Là où Marvel, c'est un peu plus feel good. Et c'est pour ça que le cinéma Marvel, Marvel Studios, s'y prête à être feel good. Là où DC se prête plus à quelque chose d'un peu plus en profondeur, un peu plus psychologique. Et surtout, je trouve que c'est la seule conclusion à un héros qui est parfaite, quoi, qui à la fois laissé le champ ouvert pour une suite, mais qui en même temps, si elle s'arrête ici, l'histoire est bouclée et d'une manière magnifique qui permet au personnage de Batman de sortir par la grande porte. Et c'est rare de pouvoir mettre une fin, vraiment un point final à un personnage, à un acteur qui incarne Batman, avec tant de réussite et qui vient de cette trilogie entièrement de toute façon. Donc voilà pour Dark Knight Rises, hein, je vais pas Voilà. m'attarder plus longtemps, on a beaucoup parlé. Et voilà. Et du coup, je voulais que tu nous parles directement et qu'on passe direct à la suite. Et tu vas nous parler des Tortues Oui. Ninja de 1990, le tout premier opus sorti en film. Alors, c'était pas des animatronics, mais on n'était pas loin. Avec des véritables acteurs, Ouais, ce c'était qu'on pas appelait loin. à l'époque enfin ce qu'on appelle maintenant du live action. Donc dis-nous tout, que nous raconte Voilà. ce film. Oui, alors très objectivement, d'un point de vue cinématographique, c'est loin d'être le meilleur film de super-héros, mais vraiment j'ai profité de ce troisième slot dans mon top 3 pour vraiment le placer, parce que c'est un film que j'adore beaucoup. Quand j'étais petit, je l'ai vu et j'ai aimé parce que je suis fan des Tortues Ninja. Puis en le revoyant plusieurs fois et en me concentrant sur d'autres choses, il y a vraiment de très bonnes idées. Le réalisateur, c'est Steve Barron, qui a pas fait énormément de films, hein, et c'est pas quelqu'un qui a brillé. Il est surtout connu pour avoir fait le clip Billie Jean de Michael Jackson, Ok. où on retrouve notamment des éléments comme le costume de la Tortue Ninja Raphaël, le costume chapeau, etc., un petit peu mystérieux. Il est dans le clip de Billie Jean également. Il y a plein de clins d'œil à ce qu'il a pu faire. Et les Tortues Ninja, ce qui est important et ce que je trouve fou, c'est que ça a été pendant très longtemps un film qui a été parmi les plus rentables au box-office, puisqu'à l'époque c'était 13,5 millions de budget et ça a rapporté 202 millions. Ah oui. Donc c'est assez énorme. En comparaison, Batman, qui est sorti à la même époque, hein, il avait un budget qui était bien supérieur à 35 millions, donc beaucoup plus de moyens. Et par contre, du coup, les recettes étaient de 411 millions. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où Infinity War, c'était 316 millions de budget, c'est-à-dire
même pas bien plus que les recettes des Tortues Ninja, et du coup une recette et des gains de 2 milliards. Donc plus le temps avance et plus on met de l'argent, et du coup forcément plus les productions sont léchées généralement visuellement. Mais là c'est vrai que le film a bien vieilli sur certains aspects, pas sur tout, parce que grâce au travail de Jim Henson, qui est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup sur les costumes, sur les animatroniques, sur les maquettes. Il a travaillé sur le film Labyrinthe avec David Bowie D'accord. également. Et il a travaillé sur Dark Crystal, qui a Ah eu oui. d'ailleurs une série préquelle sur Netflix. Tout à fait. Ouais. Et grâce à cela, s'il y a des choses, des costumes qui ont un peu vieilli, etc., les tortues, par contre, pour ma part, je trouve qu'elles ont bien vieilli Ah, et c'est qu'elles sont déjà exceptionnel. plus belles que les tortues de Michael Bay, qui elles sont déjà plus à la page. J'ai revu le film il y a quelques semaines, TMNT de Michael Bay, et vraiment, voilà, tout n'est pas acheté, mais le visuel va pas du tout, quoi. Alors que là, c'était palpable, quoi. On voit la sueur, on a l'impression de pouvoir les toucher, quoi. Il y a le côté Et cradingue un peu de New York qui ressort, je trouve, en plus. ouais, et il y a vraiment le côté sombre, noir, parce que les Tortues Mm. Ninja, avant tout, quand on pense au dessin animé, c'est le fun, mais dans les comics, c'est surtout un peu polar, c'est vraiment les gangs, les rues de New York, avec les différents clans. Et en idée de mise en scène, par contre, si vous décidez de le revoir un jour, il y a une scène très importante de combat contre le clan des Foots, qui est très importante dans sa mise en scène, je trouve, puisqu'elle démarre sur le toit, avec une des tortues qui se fait attaquer par le clan des Foots. Donc là, il y a le côté un petit peu, le combat un petit peu sérieux. Ensuite, elle se retrouve projetée dans l'appartement dessous, où elle retrouve ses frères. Et là, on passe dans une phase plus comique, c'est-à-dire on se bat et on essaye de faire rire avec des petites blagues, Michelangelo qui tisse des saucisses, donc c'est vraiment rigolo, il y a toute une chorégraphie qui est là. Puis dans la dernière partie, le sol s'effondre face au nombre d'ennemis qui est là, et il se retrouve dans la cave du bâtiment, de l'immeuble, et il y a des flammes partout, et là on passe à quelque chose de plus sombre, parce que c'est un film qui, derrière le côté enfantin, est très mature, je trouve, Ouais, sans rentrer dans de la complètement, violence, et a une part de profondeur sur ces personnages qu'on se rend compte en le revisionnant. Enfant, je l'avais pas vu ça, c'est vraiment au revisionnage, en regardant un petit peu la mise en scène, qu'il y a vraiment des petites idées sympathiques. Donc je vous encourage à lui redonner une chance ou à le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Ça reste un Ouais, c'est- passage à l'âge adulte. Hein. C'est vraiment Ah ce ouais, côté. c'est- Ouais. Je l'avais en cassette, je l'ai regardé en boucle Ouais. et ça fait très très longtemps que j'ai pas vu. J'aimerais bien le revoir pour le coup, même Il si y a... effectivement ça fait peut-être un peu peur. Mais je trouve que rien que la bande-annonce là, c'est nostalgie à fond en fait. C'est les années 90 dans toute leur splendeur. Et c'est vrai que quand Ouais. tu nous dis, quand tu regardes plus en détail ne serait-ce qu'il y a dans la bande-annonce des tortues, bah je suis pas choqué en fait. Je trouve ça. Ça Je trouve marche. qu'elles Hein. s'intègrent très très bien Ouais, dans le film, ça elles font pas fonctionne. dégueu, elles font pas vieilles. Il y a peut-être Shredder ouais, qui fait un petit peu. Ouais, Shredder, par contre, a mal vieilli. Il vieillit pas très bien. Là encore comme ça va, mais quand il est un peu plus loin, qu'on le voit sortir un sabre, là ça fait un peu limite. Mais c'est vrai que je m'en souviens et j'avais entendu beaucoup de critiques sur ce film en grandissant. Et mais pour moi, ça reste un film là aussi, je pense qu'il reste dans les mémoires. Il y a une très bonne vidéo du Fossoyeur de film en fait qui a décortiqué le premier Tortue Ninja et c'est vraiment à regarder parce que voilà, ça permet de comprendre toute la maturité du film et voilà, et d'aller beaucoup plus loin qu'un simple film détente, un peu rigolo comme tu disais. Donc je vous invite Mais à j'ai aller pas vu regarder le cette vidéo. suivant d'ailleurs. J'ai pas vu le suivant, il paraît que c'était pas terrible. Le 2 Je crois qu'il y en a le 2 et le 3 aussi. Ouais, le 3 c'est Il y en le a voyage trois. dans le Alors, il y en a temps, 3, et pour le coup, le 2 est déjà pas terrible parce que Il y en a un qui se le 1 passe. s'était fait attaquer malgré le côté pourtant très enfantin. Pour nous, aujourd'hui, on se dit c'est rien. Il avait été attaqué parce que il encourageait la violence, l'usage des armes. Et du coup, dans le 2, on remplace carrément les nunchakus de Michelangelo par des saucisses, des trucs comme ça. Et c'est devenu très enfantin. Et le 3, après, ouais, c'est du grand n'importe quoi. Donc, la série, après le 1, elle s'est perdue. Ah, coucou Fabien, du coup, on dit coucou à Fabien. Coucou. Coucou Et Fabien. ça va nous permettre de passer du coup à David qui va nous donner son dernier top. Et le dernier top, il est important puisque tout le monde le voit comme le renouveau du film de super-héros. Il l'a été à l'époque grâce à Sam Raimi. C'était le premier Spider-Man du coup avec Tobey Maguire et bah, du coup tu vas nous en parler, David. Ouais, alors c'est vrai que j'ai hésité longtemps à le mettre ou pas, parce qu'il s'est un peu battu en duel, moi aussi, avec un film du MCU, dont je peux dire juste 2 mots, c'est Thor Ragnarok, que j'ai hésité à mettre, Ah, j'ai hésité aussi. réalisé par Taika Waititi, qui pour moi est
qui était vraiment pour moi le Marvel qui est sorti du lot, de par sa réalisation, de par son humour et de par la portée qu'il avait. Moi, contrairement à vous, je suis pas un grand fan des Gardiens de la Galaxie. J'ai beaucoup, enfin, je me souviens d'ailleurs, David, que on n'était pas d'accord du tout sur ce point-là après la projection du film, mais moi j'ai préféré largement le 2 au premier. Et Pareil pour bref, moi. enfin, ouais, voilà, moi j'ai Ouais. vraiment préféré les Gardiens de la Galaxie 2 au premier que j'ai trouvé assez Je me suis perdu dans insipide le par 2, rapport quoi. au second. Mais Bah, bref, ouais. Mais vas-y, enfin, vas-y, vas-y. on peut en parler si Oh, vous non, voulez. non, 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 vas-y, Bah, vas-y. non, c'est juste que j'ai trouvé que le 2 scénaristiquement il tourne en rond en fait, ils font tout un truc pour finalement l'annuler, puis on revient à zéro. Enfin, ouais, bref, Et, oui. bah, Ouais, moi c'est c'est vrai que le premier, le fait qu'il sorte pratiquement pas de la base, que ce soit pratiquement tout au même endroit. Je sais que l'humour pour moi a marché dans le 2 et pas dans le 1. Bref, je suis désolé, comme on dit dans la presse, j'ai levé un lièvre là, j'ai Non, j'ai mais lancé un débat. Fabien nous dit le 2 je c'est suis comme 7 à toi, la David. maison. Je partage, C'est ça. je partage ton avis, David, et je sais qu'on n'est pas très nombreux pour le coup, parce que je me souviens à l'époque et encore aujourd'hui, le premier film Les Gardiens de la Galaxie a vraiment beaucoup eu de succès et plaît à la critique. Et on faisait partie, c'est vrai, David, des rares à ne pas l'avoir plus aimé que ça. Et moi, à l'inverse, le 2, ouais, je l'ai plus apprécié. Par contre, je rejoins que le scénario du 2, il est quasi inutile, mais c'est vraiment plus l'humour, moi, qui m'a parlé. Ouais, Je trouvais ouais, bah pareil. qu'on donnait oui, plus de l'humour, place oui, aux bien sûr. personnages. Oui, Ouais. ça c'est vrai. Et Mais tout je ça. pense que ouais, chacun après. Oui, oui, bah, Tout ça pour en venir à Tout Spider-Man ça de pour Sam revenir à Raimi. Spider-Man. Tout à Oui, fait, vas-y. c'est vrai. Non, mais pour dire que j'avais quand même hésité et que tout n'était pas acheté dans le MCU et que Thor Ragnarok a failli prendre la place de Spider-Man parce que je le trouve vraiment génial ce film. C'est vraiment mon MCU préféré. Mais c'est vrai que Spider-Man, bah, il faut le remettre dans son contexte, pardon. Il est sorti en 2002, je crois, chez nous. Ça doit être 2002, 2004, 2007, si je dis pas de bêtises, les trois Spider-Man chez nous. Bah, j'avais 14 ans. C'est à peine plus jeune que l'âge qu'a Peter Parker. Et je pense que déjà, pour moi, même si aujourd'hui je lis pratiquement plus que du DC Comics, Spider-Man, c'est mon héros préféré de chez Marvel. Je trouve que quand on est le jeune adolescent que j'étais à l'époque, on peut, surtout quand on était comme moi, qui était plutôt introverti et plutôt le bon élève de la classe, quoi, et qui fait jamais trop de vagues, et ben, je trouve que c'est d'ailleurs comme ça que l'a conçu Stan Lee. C'est hyper facile de s'identifier à Peter Parker. Et je trouve que je me suis identifié à Tobey Maguire. Je trouve, encore une fois, pour les avoir revus, notamment au moment de Noël où France 2 les a repassés tous les trois, je trouve qu'il y a vraiment du cinéma dans ces films. C'est pas nouveau parce que Sam Raimi, ça reste quand même un grand réalisateur. J'ai hâte d'ailleurs de voir ce qu'il va faire avec Doctor Strange 2, parce que moi, j'ai pas vraiment aimé le premier. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, ce Spider-Man, c'est vraiment les prémices, quoi, comme tu l'as très bien dit. C'est-à-dire que j'aurais adoré avoir 12 ans quand est sorti le premier Iron Man et suivre jusqu'à mes 20 ans le MCU. Malheureusement, j'avais déjà 19 ans quand le premier est sorti. Et je pense que grandir avec ces films, être ado avec ces films, ça a dû être dingue d'être adolescent à l'époque actuelle et en voyant tous les films du MCU, par contre. Ouais. Et ben moi, à l'époque, voilà, c'est vraiment... je me suis identifié à Peter Parker. J'ai trouvé que le film était hyper bien fait. Je trouve que le casting est vraiment excellent. Moi, je trouve que Tobey William Maguire Dafoe, est un... Ouais, bah voilà, William Dafoe, c'est ce que... Je me souviens, justement, quand on discutait une fois avec Damien, on se disait que William Dafoe, même si il va raconter le petit chaperon rouge à ses enfants à ses petits-enfants avant de dormir, ils doivent avoir peur, rien qu'à la tête qu'il a. Il a une tête Ouais. de méchant au naturel, quoi. C'est vrai. Il est excellent. J.K. Simmons dans Jonah Jameson, c'est juste génial. James Franco c'est pareil, il est bien dans son rôle du fils du bouffon vert, et puis Kirsten Dunst en Mary Jane Watson. Enfin bref, moi, c'est un film qui à la fois me rend nostalgique et à la fois je me dis c'était vraiment pas si mal que ça et il vieillit plutôt très bien parce que les effets spéciaux sont pas non plus à jeter complètement pour un film qui a bientôt 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas de dire que Spider-Man a bientôt 20 ans. Mais voilà, j'aime un peu moins le 2 et moi, contrairement à beaucoup, j'apprécie le 3, mais vraiment le premier. Au début, j'avais mis un peu comme je vous ai mis en top 1 la trilogie Dark Knight. J'avais mis trilogie Spider-Man, mais en fait non, parce que c'est vrai que les deux suites sont pas forcément à la hauteur dans mon cœur de celui-ci. Et je pense qu'on peut conseiller à tous les jeunes qui l'auraient pas vu aujourd'hui. Je trouve que il n'a pas forcément si mal vieilli que ça. Complètement. Et bon, évidemment, on passe ses largesses avec les comics, le fait qu'il lance de la toile lui-même, que ce soit pas des lance-toiles, etc. Ça s'affranchit quand même de l'œuvre de base, mais voilà, ça reste
pour moi un très très bon souvenir et un très bon film, un très bon teen movie mélange du super-héros. Et je pense que n'hésitez pas à le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Ouais, je Fabi- tiens à Ouais, vas-y. rajouter que pour moi, Spider-Man, et je pense même peut-être pour les réalisateurs après, ça a été un petit peu le modèle sur lequel ensuite se sont basés les futurs films de héros. Ça a relancé les films de super-héros que j'appelle modernes, hein, donc beaucoup moins sombres, beaucoup plus grand spectacle. Et quand j'ai vu, moi, découvert Iron Man, Thor individuellement, j'ai pas pu m'empêcher de les comparer à Ah Spider-Man et bah, de me c'est dire que obligatoire, bien sûr. Spider-Man avait déjà tout établi avant, et pour moi en mieux. Et voilà, c'est vraiment un film culte. C'est-à-dire Mm. que moi-même, j'hésitais à le mettre dans mon top 3 parce que c'est une œuvre importante quand on aime les comics ou qu'on veut découvrir les comics. De la même manière que si vous voulez lire des comics, je vous conseillerais de lire du Spider-Man. Regardez le film Spider-Man, quoi. Vous pouvez commencer par là, il y a de grandes chances que vous adoriez, quoi. Mais Fabien nous dit du coup Spider-Man me donne vraiment l'impression du retour du film de super-héros dans le paysage du cinéma, le MCU, comme DC lui doit beaucoup. Et c'est exact, parce qu'en plus, Ouais. sans forcément faire des comparaisons non plus extravagantes, mais le personnage de William Dafoe avec le bouffon vert peut très bien être amené au Joker, c'est-à-dire cette folie pure qui est acquise suite à une expérience scientifique, etc. Où là, véritablement, on a le méchant le plus comment dire, le plus dramatique possible. C'est-à-dire que là, on est face à la folie pure et il n'y a pas de. Comment dire, il y a pas de retour en arrière possible à ce moment-là, en fait. Même dans toutes les mécaniques qu'on voit dans les films de super-héros un peu mainstream, on va dire, ils ont tous copié-collé en fait le schéma du film. Bien C'est-à-dire, sûr. tu as la jeunesse du personnage, tu as la jeunesse du méchant, comment ils se rencontrent, leur vie aussi à côté de leur identité secrète. Mm. Finalement, ils ont tous copié ce truc-là. Alors peut-être que Spider-Man l'a également copié d'un autre film, parce que finalement, quand tu veux expliquer et commencer une série ou expliquer un personnage, tu es obligé de passer par ces Bah, c'est ce qu'on ces appelle moments-là. l'origin Mais story, quoi. oui, voilà. Mais Spider-Man l'a fait d'une façon qui est efficace, qui est simple à comprendre, qui marche très très bien au final et qui prend pas trop de temps, parce que finalement, dans un film qui fait un peu moins d'une heure, un peu moins de 2 heures, bah t'as l'origine du personnage, l'origine du méchant, plus leur confrontation, et en plus tu établis tout un univers. C'est quand même assez fort. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a fonctionné, quoi. Mais C'est que les liens, par contre, je trouve, entre l'antagoniste et le super-héros sont par contre assez rares à voir. C'est-à-dire que c'est vraiment un lien presque d'amitié impossible ouais, qui se crée, en fait. Hein. Et ça, on le ressent de la même façon avec le fils, quand lui devient le bouffon vert. Et c'est très très rare de voir ça. La plupart du temps, le méchant est véritablement à l'opposé du gentil. Et du coup, il y a forcément un état de. Comment dire, d'opposition entre les deux, donc il n'y a pas de raison comment dire, d'avoir de la peine pour le personnage qui joue l'antagoniste. Alors que là, Mm. dans Spider-Man, il y a ce lien d'amitié jusqu'au bout, et c'est vraiment, quand t'es gamin et que tu vois à la dernière seconde, tu te dis c'est bon, il a réussi à le sauver, et en fait non, enfin voilà, non, moi je trouve qu'il y a encore quelque chose maintenant, de regarder Spider-Man, c'est redécouvrir le film de super-héros encore maintenant. Mm. Un schéma d'origine story copié et recopié, c'est Matrix. Ou- J'ai pas compris du coup. Est-ce que tu dis que Matrix a été copié pour faire ce genre de film ou justement que on a été matrixé par ces films-là? Faudrait que Fabien nous réponde. En tout cas, je voulais terminer avec ce top-là parce qu'on va passer à mon top à moi, mon dernier top, qui va nous lancer sur les flops. Ouais. Ouais. Donc du coup, je vais vous parler de Man of Steel. Je vais vous parler de Man of Steel parce que moi, quand j'ai découvert donc l'arrivée, alors je vais vous raconter mon origin story. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc effectivement, on en avait fini avec la trilogie Dark Knight et Man of Steel avait été annoncé dans la foulée. Et je me souviens, à l'époque, était sortie sur YouTube une vidéo virale, enfin semi-virale, bien sûr, sortie par la Warner, d'une image brouillée. Et on entendait Zod, en fait, derrière, Mm. qui disait Peuple de la Terre, rendez-moi l'homme qui est arrivé chez vous et il ne vous sera fait aucun mal, etc. Sinon, je détruirai la Terre et tout. Et j'avais réussi à récupérer cette vidéo, à la transformer en bande-annonce et à la diffuser dans les salles en tant que teaser de Man of Steel. Et j'allais dans toutes les salles, à chaque séance, pour aller regarder ce teaser sur grand écran.
parce que je trouvais l'annonce absolument dingue. On comprenait directement l'enjeu en fait qu'il allait y avoir dans ce film-là. Et alors effectivement, je comprends que Man of Steel n'ait pas plu parce que il faut le dire, le scénario est vraiment très très basique. En même temps, c'est du Superman. Je veux dire, à part envoyer l'homme le plus fort de l'univers contre Superman, bah tu peux pas faire grand chose. Mais j'ai trouvé que toute l'introduction du film, en fait, la solitude, on la ressentait vraiment. Le fait qu'il ne se sentait pas humain, on le ressentait vraiment. Voilà, la découverte du vaisseau, la découverte de la nouvelle Lois Lane, qui est une femme quand même plutôt forte, etc. Même si elle a toujours été dans les comics, hein, c'est pas le souci, mais voilà, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, ce côté comment être humain quand on ne l'est pas. Voilà, au début du film, et son apprentissage aussi pour apprendre à voler, on le voit dans la bande-annonce là, voilà, le fait qu'il n'ait pas réussi à voler tout de suite, toutes les cohérences autour de la science en fait, le fait qu'on lui donne accès à un choix aussi, même si le choix est vite fait, mais on lui dit voilà, tu as la possibilité de retrouver ton peuple si tu supprimes ton peuple d'adoption qui finalement, à la première occasion, te jettera en pâture au loup s'ils se sentent en danger. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même il y avait un impact psychologique sur Man of Steel qu'on n'avait jamais connu dans les anciens films de Superman. Et voilà, moi j'ai trouvé ça hyper sympa. En plus à l'époque les effets spéciaux étaient vraiment cool. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce Man of Steel. Je sais que c'est pas le cas de certains d'entre vous.